Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo au rattrapage. Donc je vais enregistrer mon écran. On est bon. Ah oui, non, je l'ai pas fait comme il faut. Si je ne le mets pas en grand écran, ça sert à rien. Hop là. Et cette fois, on est vraiment bon. Donc, je vais vous parler des films que j'ai vus entre la dernière vidéo rattrapage, enfin, du coup la première vidéo rattrapage de 2025 et du coup le moment où j'enregistre, donc aujourd'hui on est le 11 août. Voilà, je précise aujourd'hui parce que effectivement j'ai découvert deux nouveaux films aujourd'hui. Donc voilà. Donc il y a 11 films normalement dont on va parler. Donc j'ai vu plus de films que la dernière fois. J'ai vu encore plus de séries que la dernière fois, mais la vidéo rattrapage de séries, vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà. Comme je l'ai dit, puisqu'il y a un film dont je vais parler ici, que j'ai vu il y a déjà un petit moment, mais j'avais pas fait de vidéo dessus. Je pense que j'avais gardé de côté pour la faire avec Oraka, mais finalement avec Oraka, on n'arrive jamais à se calibrer pour être présent pour faire une vidéo, tranquillement. Donc voilà et puis, avec le temps, voilà, le temps est passé. Là, je suis en vacances, chez ma mère, mais du coup, Oraka, lui, il est parti une semaine, lui, il appelle ça entre guillemets «des vacances» parce qu'en gros, avec des résidents de la structure à laquelle il travaille, ils partent justement en vacances et tout ça. Donc c'est, voilà, il continue, enfin, il travaille, mais en même temps, comme les résidents sont entre guillemets «en vacances», c'est un peu la même ambiance, pour ceux qui travaillent avec. Bref. Donc finalement, je vais en parler là. C'est important parce que si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, où je vous ai parlé, de comment j'allais faire mes tops, des meilleurs films et séries, heu, qui sortiront en début 2025. J'ai précisé que, j'allais essayer de parler de tous les films et séries, que j'ai vus pendant l'année, histoire que quand vous voyez les tops, en 2026, dans la description, je vous mettrai, tous les liens des vidéos et comme ça, vous pourrez avoir, mon avis un peu plus complet, heu, que dans un top où on est censé être un peu plus, synthétique. Voilà, mais si vous me connaissez, j'aime beaucoup, m'étendre. Dans cette vidéo, je précise que les films ne sont pas classés, de ce que j'ai le plus aimé au moins aimé ou du moins aimé au plus aimé. Ils sont classés par ordre alphabétique justement pour ne pas donner d'indices, sur les classements qu'il y aura en 2026, même si bon, vu ce que je dirais de certains, vous vous doutez à peu près, sur une échelle de où, ça pourrait se classer. Voilà. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est Daffy et Porky sauvent le monde. Donc le synopsis, l'un des plus grands duos comiques de l'histoire, Daffy Duck et Porky Pig, oui, parce que c'est le duo qui fait son retour, fait son grand retour au cinéma dans une nouvelle comédie déjantée, enchaînant les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables. Daffy Duck et Porky Pig, euh, et une nouvelle venue prénommée Pétunia Pig vont tenter de sauver le monde d'une terrible menace. Bref. C'est un film, que personnellement, quand j'ai su qu'il existait, j'ai eu une petite attente dessus, faut être honnête. Pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien les Looney Tunes, voilà, de temps en temps j'aime bien mater des petits épisodes, de la série avec, Daffy et Bugs Bunny qu'on a sur Netflix. Voilà, j'ai quelques bouquins, quelques BD, des Looney Tunes, hein, qui sont très vieux, voilà, que j'aime bien relire de temps en temps. Donc, voilà, c'est un dire que j'aime bien, mais, parce qu'il faut mettre un mais, je n'ai pas aimé plus que ça ce film. Hem, je pense qu'il peut plaire à des gens assez jeunes, aux fans hardcore, des Looney Tunes parce que bon, en faisant mes recherches, voilà, pour récupérer, la bio, la photo et tout, heu, pour mes 2 vidéos, en fait, à chaque fois, Google me mettait à chaque fois un avis, du film et effectivement pour, Daffy et Porky, j'ai vu des avis qui étaient très élevés, avec des notes très élevées
Et à chaque fois, c'est le même profil. Ce sont des personnes qui adorent les Looney Tunes depuis leur enfance et qui du coup ont grandi avec et du coup, ben, voilà, ont une vision un peu biaisée, quoi. Voilà, alors je dis ça pour les autres, mais moi, il y a des univers où je suis totalement biaisé aussi, hein, voilà. C'est pas une critique pour les autres. Mais, dans le cas où moi, j'ai vu des notes très élevées que jamais je donnerais à ce film, bah, j'ai compris que, bah, voilà, ça venait de ce profil-là, de gens qui sont fans depuis extrêmement longtemps de cet univers. Et ce qui fait que j'ai pas aimé, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, parce que j'ai quand même passé des bons moments par moment, mais bon, déjà, c'est que déjà on a essayé de donner un peu une backstory, à, Daffy et Porky dont on n'a pas spécialement besoin, pour nous expliquer pourquoi dans le film c'est eux qui sont ensemble. Donc on voit qu'ils ont été, bah, que globalement ce sont des sortes d'orphelins élevés par un fermier comme des frères, machin. On apprend que Daffy en faisant une connerie, bah, il a créé, le bégaiement, de Porky, puisque Porky va se prendre un truc dans la gueule et puis, bah, du coup ça va, le rendre handicapé, enfin bref. Et voilà, et puis ensuite on suit la vie de Daffy et Porky, qui sont sur le point de perdre leur maison, donc du coup ils cherchent un travail, et en cherchant leur travail, ils vont tomber sur une sorte de complot, voilà, autour du chewing-gum, voilà, sans se rendre compte que, enfin, c'est juste qu'en fait, pendant tout le film, on te met en avant, «Oui, regardez, lui là-bas, c'est lui le méchant». Donc en fait, pendant quasiment tout le film, Daffy et Porky, tentaient, le méchant, enfin du moins de contrecarrer son plan, heu, en ayant, à un moment donné, la révélation qu'en fait, il y a pas de méchant. Voilà. Alors, il y a bien un truc qui fait qu'il y a un, comment dire? Un comment dire? Merde, comment on appelle ça? Un quiproquo qui fait que Daffy et Porky ont pris, la personne qui vient de l'espace pour un ennemi. Mais en même temps, tu dis le quiproquo, il aurait pu être réglé en 2 secondes, quoi. Parce que, le mec, voilà, il fait un plan, enfin, il tout le film, il est, mis en avant comme quelqu'un qui fait un plan diabolique, machin et tout. Alors qu'en fait, il a juste à expliquer le problème, en fait. Ce qu'il essaye de faire et voilà. Que non, en fait, les 2 groupes restent, dans leur truc à eux, dans leur coin. Donc en fait, ils passent plus de temps à se taper dessus plutôt qu'à vraiment, sauver le monde, en fait. Et voilà, c'est j'essaye de pas spoiler quand même, dans les vidéos, mais voilà, donc c'est pour ça que j'en dis pas plus. Mais c'est vrai que, arrivé aux 3 quarts du film et que finalement on te fait dire, «Oui, bah, en fait, il y a pas de méchant, mais on est là en fait, pour autre chose», tu en mode, «Ouais, c'est un peu nul, quoi». Enfin, moi, ça m'a refroidi parce que je suis pas, contre les plot twists, mais il faut quand même que ça soit sympa, quoi, que ce soit pas comme là où franchement c'était pas ouf. En tout cas, moi, j'ai pas aimé du coup, le plot twist final. Voilà. Donc hop, attendez, je décale mon ordi parce que pff, il me donne encore plus chaud. Déjà que je crève de chaud. Donc voilà. On va pouvoir passer à la suite parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur Daffy et Perky. En vrai, euh, sur l'aspect d'animation, bon, bah, c'est pas trop mal, hein. Sur l'humour, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs qui, voilà, sont un peu moins drôles, mais globalement, je trouve que l'humour est plutôt bien dosé. Bon, après, il faut aimer Daffy Duck, hein, pour l'aspect humour. Moi, je suis habitué parce que j'aime bien regarder, comme je disais, la série des Looney Tunes là, qui est sur Netflix. Mais c'est vrai que si on n'aime pas Daffy Duck de base, bon, c'est compliqué d'aimer l'humour de ce film parce que tout l'humour tourne autour de Daffy Duck, sur le fait que le mec soit complètement taré et que personne ne le croit alors qu'en fait il a entre guillemets raison, parce qu'en fait finalement on apprend qu'il a tort, mais voilà, nous, de la façon qu'on nous montre l'histoire, on pense qu'il a raison. Enfin bref, voilà, j'ai envie de dire, c'est sympa. C'est pas nul,
Moi, j'ai pas trop aimé, mais ça reste honnête. J'ai envie de dire, tu regardes ça avec un enfant, il s'amuse devant, il est content, quoi. Voilà. Ensuite, on a Dora l'exploratrice, donc à la recherche de Sol Dorado, del Sol Dorado, ouais, c'est ça. Enfin, du Sol Dorado. Du coup, qui est une nouvelle adaptation de Dora en live action. Donc cette fois, on a abandonné Isabella Merced, du coup, qui est sur The Last of Us, hein. Film que j'ai vu ce matin, euh, pareil, qui est plutôt moyen. C'est pas une catastrophe. En vrai, c'est pas une catastrophe. Donc attends, je vais lire le synopsis quand même. Dans ce tout nouveau film, dans ce tout nouveau film familial, la plus grande exploratrice et ses amis traverseront les périls de la jungle amazonienne à la recherche de l'ancien trésor de Sol Dorado pour ne pas qu'il tombe dans les mains de l'ennemi. Heu, donc heu, donc voilà, donc c'est un peu le même délire que le premier film, hein, avec, Isabella Merced, où on a cet aspect, de comment dire? D'une gamine, enfin d'une adolescente qui, part explorer, des trésors machin. Donc c'est un peu dans la même ADN, que l'autre Dora l'exploratrice, si vous avez vu l'autre film. Alors c'est pas fait de la même manière, mais on est dans un peu la même ADN, hein, voilà, voilà, on va dans la jungle. Alors, si vous m'entendez pas pendant 2 secondes, c'est juste que je vais fermer la porte, parce que je viens d'entendre l'ami de ma mère rentrer. Hop là. Comme ça, maintenant que la porte est fermée, je l'entendrai pas. Donc voilà. Oui, comme je disais, on a un peu cette même ADN de film, voilà, d'aventure, voilà, d'une gamine avec des potes qui vont trouver un trésor. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient aussi quatre gamins dans le film avec Isabella Merced, si je dis pas de conneries. Bon, techniquement, à la base, il est censé y avoir que Dora et Diego. Enfin, après, je suis pas non plus un expert de Dora l'exploratrice, mais bon. Après, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? C'est qu'il est sympa. Bon, après, peut-être parce que j'ai vu un film que j'ai trouvé plus nul. Du coup, j'ai tendance à avoir une meilleure vision de Dora. Bon, je dis pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, hein. Mais quand tu vois Natacha presque hôtesse de l'air juste après, bon bah Dora, il monte dans ton estime, quoi. Mais c'est vrai que le film est plutôt sympa. Le côté aventure et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a Dora qui veut explorer, qui veut trouver le sol Dorado, machin, depuis qu'elle est gamine. Voilà. Et sur ça, elle va tomber un peu sur son héroïne et tout, qu'elle va découvrir qu'en fait, elle est méchante, et voilà. D'ailleurs, je crois que l'une des scènes que j'ai détesté de ce film et qui fait que j'ai très très baissé la note, c'est cet aspect où tu es censé avoir un méchant et qui finalement n'est pas si méchant, et que en fait, juste avec un petit discours, tu ramènes la personne à la raison. Enfin bref, je déteste ce genre de choses. Voilà, moi j'aime bien quand les méchants sont vraiment méchants, et quand ils sont pas stupides, parce que même là, à un moment donné, t'as un méchant, le mec est tellement con qu'il se tue tout seul. Enfin, tu dis, pff, au bout d'un moment, faut pas être débile, quoi. Donc il y a quand même des petits défauts, mais dans la globalité, en vrai, ça se regarde. L'aspect aventure est plutôt sympa. Il y a tout un aspect magique avec une sorte de bracelet qui permet de les guider et tout ça. Donc voilà. Euh, Après, sur les jeunes, bon, l'alchimie des quatre personnages fonctionne plutôt bien.
Après, faut aimer le style du personnage de Dora. Je sais plus si elle était exactement comme ça dans celui d'Isabella Merced, mais c'est vrai qu'ici on est sur une Dora qui est tout le temps joyeuse, tout le temps de bonne humeur, elle est, rarement, triste ou énervée. Ça peut arriver qu'elle ait un petit coup de mou. C'est vrai que la plupart du temps, elle est toute contente, elle est toute joyeuse et c'est vrai que c'est un peu perturbant, ce genre de personnage dans un moment où, bah, il y a du danger partout autour d'eux, quoi. Mais voilà. Donc on a aussi des références aux dessins animés. Comme je disais, on a Diego qui est présent. On a Babouche qui est présent, alors qu'il ne parle pas, contrairement à celui d'Isabelle Merced, hein, mais qui était plus pour la blague, parce que c'était la grosse voix de El Machete, là. Mais ici, en fait, si, enfin, Babouche, il parle, mais il parle pas en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que Dora qui comprend ce qu'il dit. Donc, du coup, quand Babouche, il parle, euh, c'est en fait, il fait des bruits de singe, mais Dora comprend comme s'il parlait comme un humain. Enfin bref, vous voyez le truc. Donc voilà. Après, on a des références avec le sac à dos hyper important, avec la carte, voilà, avec Dora qui arrête pas de chanter «Je suis la carte» quand elle part en exploration. Enfin bref, voilà, des petites rêves qui voilà, sont sympas. La tenue à certains moments, voilà, le haut violet, le short orange, voilà. Bref. J'ai envie de dire, c'est une adaptation qui est plutôt sympa. Encore une fois, c'est vraiment un truc pour adolescents, donc enfin pour gamins adolescents, donc c'est sûr que eux, ils vont plus apprécier de regarder ça, plus qu'un adulte. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas si mauvais. Voilà, c'est un divertissement qui est honnête. Après, quand on voit qu'il y a Nickelodeon qui à la base est comment dire, spécialisé pour les trucs pour enfants, ados, bon bah voilà, on comprend un peu l'ADN du film. Mais honnêtement, ça se regarde, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'en général, quand on pense à Dora Exploratrice, on a tous, dans ma génération et la génération juste après, fin des années 90, début 2000, tellement souffert avec Dora euh, que, c'est vrai. Et puis même c'est vrai que quand tu vois le personnage, tu te dis, mais en fait, comment adapter ce truc-là, quoi, hein? C'est pas si simple, hein. Et en vrai, que ce soit ce film, celui d'Isabella Merced, j'ai pas trouvé que c'était des chefs-d'œuvre, mais j'ai trouvé que c'était des films qui se regardaient. Voilà. Alors ensuite, on a eu Dragon. Donc voici le résumé. Donc sur l'île accidentée de Berk, où les Vikings, ça je déteste, on va parler de certains trucs après, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations. Harold, le fils inventif et maltraité de son père, le chef stoïque la brute, défie des siècles de pratiques traditionnelles de combat contre les dragons lorsqu'il se lie d'amitié avec Croque-Mou, une furie nocturne. Leur lien improbable révèle la véritable nature des dragons, remettant en question les fondements même de la société viking. Alors, déjà, on est sur la version live action de Dragon. Euh, je vais être honnête, le dessin animé, je m'en souviens pas. Voilà, Dragon, c'est pas mon DreamWorks, je crois que c'est un DreamWorks, hein. Euh, c'est pas mon DreamWorks préféré. Voilà, j'ai vu une fois le premier, j'ai dû voir une fois le deuxième. Je sais même plus si j'ai vu le troisième. Mais voilà, c'est pas mon univers préféré. Voilà, je les ai vus une fois, mais j'en ai pas plus de souvenirs que ça. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que quand j'ai regardé le film, j'avais quand même un peu cet aspect un peu chelou du bon, je redécouvre l'univers dragon tout en le connaissant déjà. Je sais pas si vous voyez un peu l'aspect bizarre que ça fait. C'est dire en fait, je sais où on va, je sais comment ça va se terminer, et en même temps, je redécouvre en même temps parce que je me souviens plus exactement du film. Sauf que bah du coup, on n'est plus dans de l'animation, on est dans un film woke euh, live action. Malgré ça, honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Franchement, il se regarde, hein, il est pas trop mal. Il y a vraiment des choses qui sont bonnes, hein, notamment la relation entre Harold et Croque-Mou. J'ai beaucoup aimé comment elle se construit, comment elle s'améliore et tout ça. Franchement, c'est très très bon. Ça là-dessus, franchement, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai adoré le Croque-Mou qui est très expressif, qui est vraiment très très bien fait. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les scènes de vol
sont très cool. Alors des fois, on a l'impression de revoir la scène Harry Potter avec Buck, mais bon, voilà, ça reste quand même, pas trop mal. Heu, la scène d'action finale, en vrai, elle est vraiment pas mal. Heu, Après, pour moi, il y a quand même des petits défauts, qui, tiennent, déjà, heu, du, de l'humour qui fonctionne pas, de Harold que je trouve un peu insupportable. Alors je sais pas si c'est l'acteur qui fait ça ou pas, mais en même temps j'ai vu que l'acteur, le seul autre film connu qu'il a fait, c'est The Black Phone, et moi j'ai adoré The Black Phone, alors que c'est quand même lui le personnage principal, enfin le gamin qui se fait kidnapper, et je me dis: «Mais est-ce que c'est la direction d'acteur qui est pas bonne? Ou est-ce que c'est sa VF?» Parce que la VF, elle est, je trouve que la VF d'Harold, ses persos, mais je trouve qu'elle est nulle. J'aime pas du tout sa VF. Et je crois que c'est aussi l'aspect où en fait, il dit toujours ce qu'il est en train de faire, ou ce qui est en train de se passer, en mode: «Oh là là, il est en train de nous cracher du feu dessus. Oh là là, on va se cracher. Oh là là». Bon, on va se cracher, il le dit pas, mais en fait, vous voyez l'idée, parce que le truc du feu, en mode: «Oh là, il va nous cracher du feu dessus». À un moment donné, il y a un truc similaire quand le dragon à la fin leur crache du feu dessus. Enfin bref, au bout d'un moment, on le voit: «Ferme ta gueule et essaye de survivre, quoi». Et ça, ouais, c'est un truc qui m'énerve, les gens qui commentent ce qu'ils sont en train de faire. Alors déjà que c'est très chiant quand c'est des gens qui commentent le film, quand tu es à côté de toi en salle, mais quand en plus le personnage principal qui commente ce qui est en train de se passer, c'est encore plus chiant. Mais voilà. Donc le personnage principal, comme j'ai dit, hein, j'aime beaucoup sa relation avec Croque-Mou, mais en même temps, l'acteur, je sais pas, il y a un truc qui va pas, et je pense que ça devient vraiment de la direction d'acteur. Je pense que ça vient de là. Parce que comme j'ai dit, dans The Black Phone, l'acteur, il est génial. Donc c'est forcément que le problème, il vient d'ailleurs, quoi. Et comme c'est le même acteur, ça peut que venir de la direction artistique. Donc voilà. Autre chose qui me saoule, c'est tout l'aspect viking. Alors, j'imagine que dans le dessin animé, c'est la même chose, mais j'aimerais bien qu'un jour, on arrête de chier sur la culture viking, parce que ça commence à m'énerver. Euh, alors oui, j'aime bien, j'ai quand même bien aimé le film, hein. En vrai, je crois que je l'ai plutôt bien noté quand même. Tout comme si je devais noter la série Vikings, je la noterais bien parce que bah, je les note pas que comme des trucs historiques. De toute façon, Dragon, c'est totalement de la fiction, même si c'est tiré de romans. Voilà. Vikings, c'est inspiré de faits réels, avec un peu de magie autour. Donc voilà. Mais j'aimerais bien qu'un jour on ait des trucs sur les Vikings où on respecte les Vikings. Parce que déjà, quand les mecs, moi c'est un truc qui m'a énervé au bout de 2 minutes de film, quand je crois que c'est Stoïque et qui fait: «Ouais, on est des Vikings». J'avais des gens envie de dire: «Fils de pute, non, tu n'es pas un Viking». Voilà, t'as l'impression que ceux qui ont écrit le film ne comprennent pas ce que c'est qu'un Viking. Déjà, parler de société viking, ça n'existe pas. Hein. La société scandinave, oui, la société viking, non. Hein, parce que, pour rappel, les Vikings sont ceux qui prenaient la mer pour faire du commerce et qui, bon, oui, au bout d'un moment, se sont mis à piller parce que c'était parfois plus simple d'obtenir des richesses en pillant que en commerçant. Mais c'est ça, les Vikings. C'est pas le peuple, c'est ceux qui naviguent vers l'ouest. Parce que si tu navigues de l'autre côté, bah, du coup, tu n'es pas un viking, tu es un vareg. Et de toute façon, c'est le même système. Et puis bon, en général, les varegs étaient principalement suédois et les vikings étaient principalement norvégiens, danois. Même il y a eu des suédois chez les vikings et certainement des norvégiens et danois chez les varegs. Bref. Euh, mais ça, c'est sûrement un des points les plus importants. C'est voilà. Quand les mecs n'arrêtent pas de réclamer: «Oui, on est des Vikings, tuer des dragons». Bon, bah là, c'est totalement l'aspect fiction, évidemment, mais tu vois, en fait, ils donnent une image des Vikings qui n'a jamais existé. Genre l'homme fort qui combat des créatures. Là, quand tu vois le stoïque mettre des patates à des dragons, mettre des coups de boule, en fait, en vrai, c'est plus ridicule qu'autre chose. Euh, mais tu vois, ça donne une image des Vikings qui est le même cliché que toutes les autres histoires de Vikings et qui est toujours un truc qui n'a jamais existé. Et c'est juste
hyper chiant de toujours avoir ces aspects-là, en fait. Parce que, vous allez me dire: «C'est de la fiction», et oui, c'est de la fiction. Mais le problème, c'est que la fiction crée, également les préjugés auxquels les gens vont croire. Ce qui veut dire que quand, Dragon te dit: «Regardez, les Vikings, c'est des mecs forts, des mecs avec des casques à cornes, voilà, des mecs qui sont là pour l'honneur, machin», et que, bah, Vikings, la série Vikings, bon, ils ont pas les casques à cornes, mais un peu ce même délire, des hommes forts, des grands combattants et tout, ce qui en plus est totalement faux. Les Vikings étaient pas des bons combattants, enfin, ils étaient plus intelligents que des gros combattants, hein. L'histoire l'a prouvé que sur des vraies batailles, ils se sont fait poutrer à chaque fois. Donc voilà, c'est pas du tout comme dans la série Vikings, et tout. Bon, même si dans la série Vikings, leurs plus grands exploits sont quand même sur des aspects de ruse, voilà, donc ce qui est plus réel que d'autres choses. Mais voilà, quand tu vois Astérix et les Vikings, c'est pareil, ils sont là avec leur casque à cornes en mode: «Oui, on est fort, on a peur de rien». Et voilà, et encore une fois, ça crée des clichés parce que tu te dis: «Bon, bah, dans Astérix, c'est comme ça, dans Dragon, c'est comme ça, dans Vikings, c'est comme ça». Au final, bah, tout ça, ça crée un imaginaire, où, bah, tu te dis: «Ouais, bah, en fait, ouais, les Vikings, machin», et tu commences à raconter de la merde. Comme les dracars. Les dracars, ils sont des bateaux qui n'ont jamais existé. Ça n'existe que dans la littérature française. Ça n'existe nulle part ailleurs. Parce que les navires, qu'utilisaient les Vikings, heu, bah, ça s'appelait des Langskip et pas du tout des dracars. Voilà, c'est les dracars, c'est juste un mot qu'on a inventé en France pour parler des bateaux, et moi, c'est des trucs qui commencent à m'agacer de plus en plus. Parce que de plus en plus, les productions continuent à véhiculer des faux clichés sur les Vikings auxquels les gens continuent de croire. Et me dites pas que c'est faux, hein, parce que combien de personnes on a tous croisé qui se sont fait des coupes de cheveux, assez particulières parce qu'ils avaient regardé Vikings alors que les Vikings n'ont jamais fait de coupe bizarre comme ça. Combien, voilà, se sont fait des tatouages sur des trucs, ou voilà, faut arrêter. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment, voilà. Les seuls qui restaurent en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que les seuls qui, en fait, n'ont pas vraiment d'intérêt à restaurer la vérité sur les Vikings, c'est les Scandinaves, et pourtant ce sont les seuls qui le font. En mettant en avant, dans certaines œuvres, alors c'est plus sur l'aspect littéraire, que je parle, mais le fait que, bah, c'était pas forcément des guerriers sans peur, des guerriers ultra forts, ultra balèzes et tout, qui mettent en avant aussi le fait que leurs esclaves étaient très, très maltraités, comparé à ce que peut dire la série Vikings, enfin bref. Et c'est assez marrant de dire qu'en fait, ceux qui sont en train de rétablir, tous les clichés, de rétablir les vérités là-dessus, ben en fait, c'est ceux, en fait, qui ont le moins à gagner là-dedans, en fait, et c'est assez marrant. Mais voilà, bien sûr, tout ça, ça me fait pas que je déteste le film, mais ça fait que sur le coup, quand j'entends les trucs, je suis en mode: ça m'énerve». Ça m'énerve parce que, genre, c'est débile, en fait, de dire: «Ah, les Vikings, c'est un peuple». Non, non, c'est idiot. Même tout à l'heure, j'ai encore vu un mec sur internet, être en mode: «Hey, Loki dans One Piece, il inspire des Vikings». Oh, putain, j'ai cru que j'allais crever quand j'ai lu ça. Non, non, déjà Loki, c'est un dieu, c'est dans la mythologie, c'est pas un Viking. Et en plus, bah, les Vikings, ce sont à nouveau des navigateurs, des commerçants. Ce ne sont pas des gens qui restent en Norvège, au Danemark. Eux, ce sont, bah, voilà, t'as des paysans, t'as des commerçants, t'as des pêcheurs, t'as des chasseurs, c'est comme partout, quoi. Enfin, je sais pas, ce serait comme dire, bon, bah, en France, on avait des chevaliers, donc tous les citoyens de France, ce sont des chevaliers. Enfin, genre, c'est débile, en fait. Bref. Euh, ça c'est vraiment un truc qui m'agace, et forcément, bah, Dragon, a ressorti ce truc-là, en sachant que j'ai vu Dragon hier et qu'avant-hier, justement, avec un ami, on a eu cette discussion sur tous les faux clichés, bah, justement, auxquels les gens croient à cause de la fiction, comme Brevard, qui, créait des faux clichés, sur les Écossais, hein, voilà, des gens tombent des personnages en kilt alors qu'ils portaient pas de kilt.
parce qu'il n'existait pas encore, des gens avec la peinture bleue alors que ça datait d'il y a très longtemps avant, qu'à leur époque on n'en portait plus, sans compter d'autres faits historiques qui sont pas, voilà, qui sont pas bons. Voilà, d'ailleurs Nota Bene a fait une très très bonne vidéo là-dessus. Voilà, t'as 300 aussi de Zack Snyder, qui a également créé plein de faux clichés sur les Spartiates. Et on pourrait se dire, bah oui, mais quand tu vois le film, ça se voit que c'est de la fiction. Bah ouais, mais t'as quand même des débiles qui se servent de ces films-là pour leur idéal de l'homme masculin, fort, viril et tout ça. Et qui se servent de ces trucs-là comme si c'était vrai alors que c'est de la fiction. Et c'est pour ça qu'il faut que la fiction fasse plus attention à ce qu'ils font. Donc voilà, là je blâme Dragon parce que bon, bah, c'est le film dont on parle. Mais encore une fois, hein, j'ai donné d'autres exemples, hein, c'est aussi le cas d'Astérix, comment dire, de la série Vikings et tout ça. D'ailleurs, pour Astérix, ce qui est très drôle, c'est que j'ai un ami bah, du coup que j'ai vu avant-hier, qui connaît très très bien l'histoire parce qu'il fait de la peinture, donc il s'intéresse à fond sur comment sont les uniformes, comment sont les casques et tout pour peindre, parce que du coup il a peint des Romains, et comme il disait, ce qui est très drôle dans Astérix, c'est qu'en fait les casques que portent les Romains dans Astérix, et ben, en réalité ce sont des casques gaulois et pas des casques romains. Et ça je trouve ça très drôle, parce que bah, du coup dans Astérix et Obélix, bah, en fait, quasiment personne n'a de casque ou d'armure. Pareil, on te fait une fausse image des Gaulois. Donc voilà, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas d'armure, ils trichent avec de la potion magique. Voilà, comment il s'appelle, Astérix, il est là avec son casque avec des ailes alors que ça n'a jamais existé. Voilà. Euh, mais ça, c'est une fausse interprétation d'une pierre où justement le casque que portent les Romains, les trucs au niveau des joues étaient relevés et du coup sûrement ceux qui ont fait la BD, ou peut-être même des gens avant réinterprètent ça comme des ailes, mais c'est pas du tout le cas. Pareil avec les casques à cornes, hein. Les casques à cornes, ça n'a jamais été retrouvé, sauf un seul en Angleterre, mais pas pour des guerres, mais pour une sorte de rite ou de choses comme ça, donc du coup qui était même pas un truc scandinave, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les Vikings. Donc tout ça pour dire que voilà, faut faire plus attention, ou au moins quand vous regardez des films ou des séries, ayez un esprit plus critique. Parce que certes, pour beaucoup, vous allez me dire, bah oui, mais c'est logique et tout, mais regardez les gens sur Internet, regardez leur façon de parler, de la culture viking, de la culture gauloise, de la culture des Spartiates ou des choses comme ça, et vous verrez que beaucoup idéalisent ces peuples-là par rapport à la fiction, et du coup, va mettre en avant tous les clichés de la fiction qui ne sont pas vrais, du coup. Donc voilà, franchement, faites attention à ça. Mais sinon, à part ça, le film est quand même sympa à suivre, même si, bon, voilà, refaire un film d'animation juste en live action, je vois pas trop l'intérêt. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, même si 2 heures de film, c'est quand même très long pour ce que ça veut raconter. Mais c'était sympa. C'était sympa. Ensuite, Jurassic World Rebirth. Donc, ce film raconte l'histoire 9 ans après la destruction d'Isla Nublar. Les dinosaures inadaptés à la flore et à la faune contemporaine commencent à disparaître de la surface de la Terre. Une experte, Zora Bennett, est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN des 3 plus grands reptiles préhistoriques du monde, le mosasaure, le titanosaurus et le Quetzalcoatlus, vous voyez en image. Regroupés sur la même île isolée, l'île Saint-Hubert, située au large de la Guyane française. Zora et son équipe vont croiser Ruben Delgado et ses enfants et son beau-fils, hein, voilà, dont le bateau a chaviré. Tous vont se retrouver sur l'île, renfermant le tout premier laboratoire de Jurassic World où ont été créées des espèces mutantes, hybrides ou difformes, n'ayant jamais été révélées à l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc la suite de Jurassic Park et surtout de Jurassic World, parce que l'un est la suite de l'autre, et du coup celui-là est la suite de la suite. Du coup, qui est un film pas ouf,
Alors, en plus, j'en ai parlé hier en rentrant à ma mère et mon frère. euh, En tant que film d'aventure, si on enlève l'aspect Jurassic Park, Jurassic World, ça passe. T'as des gens qui sont là pour récupérer des échantillons d'ADN de trois dinosaures. Bon, ça passe, c'est sympa. Dans le film, ils doivent récupérer, comme on a dit, les trois plus grands reptiles. Mais ces trois plus grands reptiles de leur catégorie. C'est-à-dire le plus grand marin, le plus grand aérien et le plus grand terrestre. Donc voilà, tu dis c'est plutôt sympa, ça permet de voir plusieurs dinosaures différents et tout ça. Donc tu dis, dans l'idée, le film d'aventure est plutôt sympa. Bon, j'avoue que rajouter la famille de Ruben, qui ne sert strictement à rien dans le film, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que eux, vraiment, comme je dis, ils ne servent strictement à rien. Juste tu les vois survivre et c'est tout. C'est, tu vois, ils apportent rien dans la récolte d'ADN, ils apportent rien scénaristiquement parce que c'est juste une famille qui essaye de survivre. Vraiment, ils apportent rien. J'ai pas trop compris ce qu'ils foutent là, quoi. Donc voilà, au moins dans Jurassic Park 3, c'était logique qu'il y ait une famille qui soit présente puisqu'ils venaient pour essayer de récupérer le fils qui est coincé sur une île. Donc au moins là, ça faisait du sens. Là, t'as une famille qui se retrouve là, mais bon bah voilà, c'est pas incroyable. Euh, donc en termes d'aventure, le film est cool. Les dinosaures sont bien faits, voilà, l'aventure est plutôt sympa. On voit des dinosaures un peu différents et tout ça. Mais le film a quand même, pour moi, deux défauts importants. C'est que déjà, scientifiquement, le film n'a aucun sens. Déjà, tu te dis pourquoi le sang des dinosaures pourrait créer des vaccins pour sauver des vies et pas des animaux actuels, en sachant que les dinosaures ne sont pas des vrais dinosaures, ce sont des clones donc voilà, qui ont été refaits à partir d'ancien ADN et voilà, qui a été retravaillé et tout. Donc en plus, ce sont même pas des vrais, entre guillemets, ce sont pas des vrais animaux. Donc pourquoi est-ce que eux, ils auraient l'ADN qu'il faut pour sauver les créatures, enfin les humains des maladies, alors que techniquement, ils ont été créés par la main de l'homme. Donc tu te dis, genre les humains peuvent créer des créatures comme ça, mais ils sont pas capables de créer un remède contre le cancer. Enfin, je veux dire, on parle de Jurassic World, ils ont l'air quand même d'avoir des technologies méga avancées pour réussir du clonage. Et du coup, ils arrivent à trouver de quoi recréer des créatures, mais pas de quoi. En plus, ils arrivent même à créer des nouvelles créatures, mais ils n'arrivent pas à trouver un remède au cancer. Non, pour ça, il faut qu'ils aillent prendre de l'ADN sur des animaux qu'ils ont eux-mêmes créés. Bref, déjà, ça commence mal. Ensuite, tu te dis pourquoi les trois plus grosses créatures? Pourquoi pas trois créatures différentes? Pourquoi les trois plus grosses? Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Voilà. En plus, il faut que ce soit un aérien, un marin, un terrestre. Tu dis, wow, ok. Alors tu dis pour un film d'aventure, je sais pas, où on aurait suivi des gens qui veulent chasser les animaux et pour faire des trophées, tu vois, à la limite, ça aurait une logique. Voilà, de se faire des trophées d'animaux marins, aériens, terrestres, tout ça, t'as un peu tout, mais genre pour un truc d'ADN, c'est un peu débile, encore une fois. En plus, des dinosaures ou des créatures ayant vécu à l'époque des dinosaures, il y en a qui existent encore aujourd'hui, comme les poules, comme les crocodiles, comme bah, pas mal de petits des lézards ou de petites créatures comme ça hein, qui ont pu s'enfouir sous terre et du coup sous l'eau et survivre. Et tu te dis, mais ok, pourquoi est-ce que eux ils n'ont pas l'ADN dont on a besoin? Pourquoi est-ce que ce sont des créatures voilà, et en plus tu dis créatures qui, comme par hasard, les trois plus grandes créatures au monde se trouvent pile sur la même île. Encore une fois, tu dis, c'est l'écriture du scénario est vraiment pas ouf. Mais c'est pas ça le pire. Le pire pour moi, c'est la promo du film. Parce que la promo du film, c'est beaucoup fait autour de la nouvelle créature, voilà, qui ressemble limite à un alien gigantesque. Toute la promo s'est fait autour de cette créature-là, qui du coup en fait n'est quasiment pas dans le film. C'est-à-dire qu'on a fait de la pub dessus, on a fait des jouets dessus, et la créature tu ne la vois quasiment jamais.
Alors que le film il doit durer 2 heures, 2 heures et demie, sûrement une connerie du genre. Et la créature, bon déjà, je sais même pas si elle a un nom. En plus de ça, bah tu la vois dans la limite vite fait dans la scène d'intro, et ensuite tu la revois que dans les 10 dernières minutes. Et je suis gentil. Voilà. Et personne n'a connaissance de son existence, parce que tout le monde s'en bat les couilles de son existence, hein. Vraiment, c'est juste des gens qui viennent récolter de l'ADN, qui se retrouvent coincés sur l'île, et qui du coup vont tomber sur ce fameux mutant, voilà, qui vont devoir survivre à lui pendant allez, 5-10 minutes, et ensuite tu le revois plus. Et le film il se termine comme ça. Tu te dis, c'est de la merde. Voilà, donc tu dis, euh, voilà, on pouvait critiquer par exemple l'Indominus Rex ou l'Indoraptor, mais au moins eux, on les a créés, on les a vus dans les films. Voilà, ils étaient là, il y avait quelque chose qui se produisait. Là, ici, on te crée une créature, on ne sait même pas pourquoi elle est créée, tu sais pas à partir de quoi elle est créée, elle est là, mais elle fait rien. Parce qu'en plus, elle est capable de tuer personne. Alors si elle a tué une personne, le méchant du film, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et à un moment donné, tu crois que tu as un héros qui va mourir parce que voilà, il essaye de détourner l'attention de la créature. Et ben même pas, le gars ne sait même pas quand il a survécu, mais il a survécu. Je suis désolé si ça spoil, mais là, c'est tellement d'une débilité. Voilà, t'as le mec, quand même, il est face à un mastodonte gigantesque, un mutant, donc c'est même pas un vrai dinosaure. De toute façon, les dinosaures du truc ne sont pas des vrais dinosaures. Et le mec, il arrive à survivre, tu sais même pas comment il fait. Non, ce film, franchement, c'est. Comme je disais, en termes de film d'aventure, tu passes un bon moment, tu t'amuses bien. Voilà, parce que c'est grandiose, c'est sympa. Mais à côté de ça, le scénario, il est pas ouf. Et en termes de Jurassic World, bon, bah, très clairement, on est sur l'un des pires. Parce que Jurassic World 3, pour moi, c'est peut-être encore pire que celui-ci. Faudrait que je revoie le 3, parce que le 3, j'arrive pas à me souvenir de ce film. Mais voilà, parce que enfin, j'ai des bribes du 3, mais pour moi, c'est que le fan service que je me souviens. Je ne me souviens même pas le scénario du 3. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir passer au film suivant. Mais celui-là, encore une fois, il se regarde, mais il faut pas le regarder comme un Jurassic Park, plus regarder comme un film d'aventure avec des dinosaures et c'est tout. Sinon, on peut vite passer un mauvais moment. Ensuite, on a K-pop Demon Hunter. Donc, le film suit un groupe, un girl group de K-pop menant une double vie de chasseuses de monstres alors qu'elles doivent faire face à un groupe de démons se faisant passer pour un boys band concurrent afin de voler les âmes de leur public. Alors celui-là, je sais que je vais me faire insulter, mais je n'ai pas aimé ce film. Je ne comprends pas le succès de ce film. Parce que je vois des gens qui en parlent en bien absolument partout. Et ça, c'est pas un problème, hein. Moi, je m'en fous que les gens aient aimé. C'est juste. Attendez, je reviens. Bon, me revoilà. C'est juste ma mère qui vérifiait si j'étais bien rentré. Enfin, si j'étais bien rentré, si j'étais bien à la maison. Parce que souvent, j'aime bien faire des promenades, mais là, je préfère faire mes promenades quand il fait moins chaud que ça, quand même. Bref. Donc, comme je disais, oui, pour moi, ça me dérange pas que les gens ils aiment ce film. C'est très bien. Parce qu'en plus, le film, il est original. Donc, ça, c'est très cool. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas rentré dedans. Et le pire, c'est que je suis un énorme fan de K-pop. Voilà, j'ai quand même les premières musiques dont j'ai parlé sur mes chaînes YouTube.
bah, c'était de la K-pop. Quand j'achète des albums, hein, quasiment tous les albums que je possède, bah, enfin, je vais me dire dans ma collection d'albums en général, les trois quarts, c'est des albums de K-pop. J'avais une chaîne dédiée à la K-pop avant que je perde les codes et qui maintenant soit ma chaîne Le Bazar de Farander. Mais voilà, j'ai refait une chaîne musicale où j'essaye de parler de trucs plus variés, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de K-pop dedans. Et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que j'adore la K-pop, mais j'ai détesté ce film. C'est assez particulier qu'un mec comme moi qui kiffe ça, hein, même là, encore là, une fois que j'aurai payé mon loyer, la chose que je vais faire après, c'est m'acheter un nouvel album de K-pop. Voilà, je m'en suis acheté deux la semaine dernière, je vais m'en racheter un peut-être la semaine prochaine, il faudrait que je vois quand est-ce que ça arrête la précommande de l'album que je veux. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment, je suis à fond là-dedans, mais ce film, j'y arrive pas. Parce que déjà, il y a un truc qui me dérange, et qui est très simple, c'est pourquoi la K-pop? Alors, on sait tous, nous, très bien pourquoi la K-pop, hein, on n'est pas cons, hein. Voilà, on sait que c'est un groupe de musique qui a explosé ces dernières années, qui est devenu méga populaire avec ces dernières années. Alors, quand je dis ces dernières années, je parle de au moins d'une bonne décennie, hein, voilà. Parce que techniquement, ça a beaucoup explosé avec Gangnam Style au début, milieu des années 2010. Après, ça a encore plus explosé avec BTS, Blackpink, également dans le milieu, fin des années 2010. Donc voilà, mais après, on a beaucoup de groupes qui vont développer le truc. On a beaucoup de pays qui reprennent un peu le délire K-pop, hein. On le voit avec des groupes de musique indiens comme Wish. Il y a des groupes du côté de la Thaïlande, je sais plus comment il s'appelle, il y a un groupe que j'aime bien en Thaïlande. Euh, Est-ce qu'il y a un groupe qui s'appelle Pixie, qui est peut-être thaïlandais aussi, enfin bref. Le Japon, bon, qui eux ont déjà leur délire de J-pop depuis un moment, mais voilà, que j'aime beaucoup moins que la K-pop en tout cas. Mais en Amérique du Sud aussi, il y a des groupes style K-pop. En France, on avait un groupe, enfin, je sais pas si c'était France, mais enfin, en tout cas en Europe, on avait un groupe style K-pop aussi. Les États-Unis aussi ont des groupes style K-pop, bon, qui sont basés en Corée. Mais voilà, donc c'est quand même un truc qui a beaucoup développé. Et du coup, ils sont pas cons. Ils se sont dit, vas-y, on va faire un film avec de la K-pop. Du coup, déjà, on attire tous les fans de K-pop. Et en même temps, on rajoute un peu d'action, machin. Donc comme ça, on peut raccrocher quelques autres personnes au wagon. Donc en soi, c'est pas con. Mais en même temps, tu te dis, dans le délire, pourquoi la K-pop? Pourquoi pas le rock, qui a une énorme communauté aussi? Pourquoi pas la pop tout court, qui a une énorme communauté aussi? Enfin, même si la pop, c'est vrai que du coup, tu as la pop, on va dire la pop latine, la pop d'Amérique du Sud, hein, qui est vraiment très cool, mais tu as la K-pop, la J-pop, enfin, quasiment chaque pays un peu son variant de la pop. Donc voilà, tu dis pourquoi pas ça, pourquoi pas le métal, qui en plus, là on est quand même sur des gens qui affrontent des démons, donc quand même, tu te dis, le métal, ça aurait plus collé que la K-pop, hein. Même si tu as le concept d'espa, qui est assez intéressant, parce que le concept d'espa, c'est d'avoir des... Enfin, le concept de départ, parce que le concept, il s'est un peu perdu de vue avec le temps, mais le concept d'espa, c'était d'avoir quatre filles qui sont incroyables, qui du coup ont un alter ego dans un monde parallèle, si on peut dire ça comme ça, et qui ensemble affrontent des créatures. Donc la première phase c'était le Black Mamba, et petit à petit, bon, bah, cet aspect-là a disparu, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, on a un peu cet aspect-là, mi-hip-hop, mi-chasseuse, voilà, qui reprend un peu le concept d'Espa de départ. À côté de ça, bon, le film est pas ouf. Voilà, déjà, faut l'aspect musical pour qu'elle soit plus forte, combative, machin. Bon, je vois pas en quoi chanter rend ton coup d'épée plus fort, hein, parce que tu vois, les armes, tu vois, c'est pas comme si c'était des armes enchantées. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit des armes enchantées quand elle les utilise. Enfin, bref. Donc, bon, c'est bizarre. Les musiques, j'en ai aimé aucune. Voilà, voilà, tout le monde fait chier avec le soda pop là. Je trouve insupportable cette musique. À la limite, il y a peut-être une musique de Huntrix là qui est sympa parce qu'il y a beaucoup de rap dedans et tout, mais le reste, vraiment, j'ai du mal à rentrer dedans.
Il y a un moment donné, j'ai trouvé ça marrant parce qu'ils ont quand même, mis une musique de Twice. Alors il y a que quelques notes et tout, mais on a reconnu tout de suite le début de stratégie de Twice, en sachant que, Jihyo, Jonghyun et Chaeyoung de Twice, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ces 3 là, sont elles-mêmes, celles qui chantent, l'une des musiques de Huntrix. Donc voilà. Donc c'était marrant d'avoir un clin d'œil avec une de leurs musiques enfin, quelques dizaines de quinzaine de secondes d'une de leurs musiques dans le film. Donc voilà. Mais sinon, le film, voilà, c'est juste en fait des meufs qui essaient de protéger une sorte de barrière entre le monde des humains et le monde des démons qui essayent de la casser. Et puis voilà. Alors, il y a quand même un aspect que j'ai beaucoup aimé, parce que oui, j'ai beau défoncer le film, il y a quand même des choses que j'ai aimées. C'est le personnage, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle au milieu, qui en fait est. Alors je sais plus si c'est ses deux parents qui sont des démons ou si elle est mi-femme, mi-démon. Mais du coup, elle, son histoire est intéressante. Euh, et en fait, c'est la seule chose qui est intéressante dans le film. Euh, et en fait, quasiment tout tourne autour de ça. Alors, en fait, c'est assez bizarre parce que je suis en train de dire que du coup, tout le sujet principal est très bon, mais qu'en même temps, j'aime pas le film. Et effectivement, j'aime beaucoup ce qui tourne autour d'elle, puisqu'en fait, voilà, elle est à moitié démon de naissance, et en même temps, elle est formée à tuer des démons, mais elle le sait elle-même qu'elle est un démon, et elle essaye de le cacher pour que personne ne le sache. À côté de ça, bah, le chef du boys band, bah, lui, c'est un démon qui est pas si méchant que ça, qui regrette le mal qu'il a fait et tout. Enfin bref, on sent que voilà, il y a des trucs. Voilà, et en fait, leur histoire à tous les deux, elle est vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé leur histoire à tous les deux. Et en fait, c'est tout le reste qui est pas bon. Enfin, que je trouve pas bon. Parce qu'en fait, tu te dis, en fait, la K-pop, est-ce qu'elle est vraiment utile dans tout ça? En fait, non. Parce que tu peux raconter la même histoire sans la K-pop et c'est tout aussi bien, voire meilleur. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin que l'héroïne ait les deux autres chanteuses? Parce qu'en réalité, les deux autres chanteuses, bah, en fait, leurs histoires, on les connaît pas, en fait. Elles sont là, elles chantent bien, et c'est tout, en fait. Voilà, elles ont leur petit caractère à elles, mais en dehors de ça, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Elles n'ont pas vraiment de développement, elles n'ont pas vraiment d'histoire, elles sont juste là, chassées avec elles. Je sais pas pourquoi elles sont choisies ou quoi que ce soit. Mais voilà, pareil avec le boys band, hein. Le boys band, t'as que le jeu du boys band qui est développé, les autres, que dalle. Ils ont tous un chara design lié à des artistes de K-pop. Voilà, il y en a qui ont fait penser à des membres de Stray Kids, il y en a qui font penser à des membres de BTS. Bon, est-ce que c'est fait exprès? Je pense que oui, mais en tout cas, je crois pas que ça a été dit directement. Mais, euh, mais voilà, c'est pas ouf parce que du coup, bah, les autres membres du boys band ont pareil, zéro développement. Ils ont un chara design et puis c'est tout. Donc pour moi, ce film, c'est un raté. Voilà, tout le monde en fait des tonnes et honnêtement, j'ai été extrêmement déçu. Voilà. Ensuite, on a Last Stop Yuma Country, dernier film que j'ai vu au cinéma, donc il y a 2 3 jours. Voilà, parce que, bon, vous vous doutez que j'ai pas la capacité de voir tous les films au cinéma, hein, ça me coûterait beaucoup trop cher, de l'argent que je n'ai pas forcément. Quand tu vois le prix, vraiment, l'album que je vais acheter va me coûter quasiment autant qu'une place de cinéma dans une grande ville. C'est vraiment une catastrophe. Bref. Donc là, Stop Yuma Country, donc dans les années 70, dans le comté de Yuma en Arizona, en plein milieu du désert, se trouve un motel station-service. Alors que les réserves de carburant sont à sec, les clients attendent le camion-citerne dans le diner voisin. Alors que la chaleur est étouffante, leur journée se complique avec l'arrivée de 2 braqueurs. Donc un film que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors le genre du film, j'avais jamais vu ça. Ils auraient appelé ça du néo-western. Je vois pas du tout à quoi ça correspond, mais bon. Le film reste quand même très très cool. Voilà, parce que vraiment on est d'ambiance assez particulière. On est dans un petit diner abandonné, voilà, où vraiment t'as rien des kilomètres à la ronde. Et du coup, petit à petit, t'as plein de clients qui arrivent les uns après les autres
pour les mêmes raisons, pour avoir de l'essence, mais il y en a plus, donc bah, du coup, ils restent tous là en attendant le camion citerne et petit à petit, tout va dégénérer parce que, voilà, il y a des braqueurs, qui parce qu'en fait, le héros, il apprend à la radio que des braqueurs ont braqué une banque et tout ça et ensuite, bah, les braqueurs, ils arrivent juste après lui parce que là, le le synopsis est un peu mensonger parce qu'en réalité, heu, ce sont les braqueurs qui arrivent en deuxième et non pas en dernier. Il y a d'autres clients qui arrivent, après les braqueurs, voilà. Mais le film, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il t'emmène à un endroit que tu ne t'attends pas. Et quand je parle d'endroit, c'est pas, entre guillemets, dans un endroit, précis, mais dans ce qu'on imagine. C'est-à-dire que, ben, ce qu'on s'imagine, nous, c'est qu'on a un héros qui arrive, voilà, qui va devoir survivre à des cambrioleurs, voilà, qui, tu te doutes, vont foutre la merde, dans le dîner. Du coup, tu t'imagines que, bah, voilà, il va s'en sortir, il va trouver un moyen de sauver tout le monde et tout. Et en fait, le film ne part absolument pas là-dessus et c'est ce qui rend le film trop cool. C'est-à-dire que, bah, tu t'attends à quelque chose qui, en fait, n'arrive pas et c'est trop bien parce qu'en fait, bah, là où on s'attend à un vrai héros, bah, en fait, on n'a pas de héros et je pèse mes mots, on n'a aucun héros dans ce film. Et c'est trop bien. En fait, tout le monde a un côté sombre et tout le monde, à un moment donné, va mettre un peu en avant son côté sombre. Bon, il y a certains, personnages qui sont là, qui sont plus, heu, en poste de figurant, hein, plus qu'autre chose. Mais vraiment, le film est vraiment trop cool. Moi, j'ai passé un super moment. Il y a des moments où j'ai rigolé parce que ça me faisait marrer, où tu as un moment donné où tu as une meuf qui est en train de braquer, le personnage principal. Parce que tu as plein de gens qui sont morts autour d'eux, et elle est en mode, voilà, tu as vu ce qui vient de se passer, je peux pas te garder en vie et tout, faut absolument que je te tue. Voilà et le mec essaye de se défendre et elle est en mode: «Mais tu crois vraiment? Il faut vraiment que je te croie là?» Puis le mec est en mode: «Bah oui», mais tu te dis la réponse elle est tellement débile et en même temps, bah, il a envie d'y croire et en plus, il le dit à au moins deux trois reprises, bon, quand je le raconte, c'est nul, mais avec l'acting et tout, c'est très drôle parce que les personnages, ils sont tous en panique, ils sont en stress et tu des persos comme ça qui te sortent des réponses, débiles et en même temps, à sa place, on dirait tous la même chose parce qu'on aurait envie de survivre, quoi. Donc heu, donc voilà, le film, il va loin, c'est une boucherie, il y a des personnes qui meurent dans tous les sens. Bref, c'est une sorte de comédie, vraiment déjantée que j'ai vraiment apprécié voir. Alors par contre, ce film, il vient de loin. C'est que ce film, à la base, est sorti en 2023 dans un festival. Ensuite, il a refait le tour de quelques festivals en 2024 avant de sortir officiellement au cinéma en France en 2025. Quand même, ce film, ça fait 2 ans techniquement qu'il est sorti et nous, il arrive en France qu'en 2025. Bon, il est déjà passé dans des festivals en France, mais tu dis officiellement, chez nous, il sort en 2025, alors techniquement, il est sorti en 2023. Ce qui veut dire qu'il a été tourné en 2022. C'est une dinguerie. Bref. Mais en tout cas, film que moi j'ai adoré et en vrai, il y a pas trop de choses à raconter de plus. En fait, quasiment ce qu'on appelle un épisode bouteille ou un film bouteille. Je sais pas si ça existe pour les films, parce qu'on utilise cette expression. Enfin non, pour le film, on utilise plus le huis clos, mais vraiment quasiment tout le film se passe dans la station-service. Donc en vrai, voilà, il y a pas vraiment de voyage, de trucs comme ça, on est tous au même endroit et on essaie de survivre dans ce même endroit et franchement, c'est très cool, c'est très drôle. Voilà. Moi, je l'ai vu en VO, donc ça a peut-être rajouté, voilà, de la qualité au film. J'aimais beaucoup la serveuse, qui était vraiment, très, très bonne comme actrice et je parle pas de son physique, hein, c'est une très belle femme, hein, mais voilà, je permettrai pas de dire, qu'une femme est bonne, hein. Je trouve l'expression, plutôt dégradante. Hem, mais l'actrice est vraiment très douée, l'acteur principal est très doué aussi. La plupart des acteurs sont bons, même s'il y en a, comme j'ai dit, à un moment donné, tu as une femme qui a quasiment un rôle muet, quoi. Donc voilà, enfin, mais quoique son mari aussi, hein, il dit pas beaucoup de mots, de plus, quoi. Mais bon, le film est plutôt sympa, voilà. Ensuite, on a Moon, qui est le premier film que j'ai vu, après avoir fait ma vidéo rattrapage,
bah, entre guillemets épisode 1. Où le synopsis c'est celui-ci. Donc Sarah est une ancienne kickboxeuse de Vienne. Elle accepte de travailler comme coach pour une riche famille du Moyen-Orient. Elle se retrouve dans un palais entouré de murs et coupé d'Internet, où les sœurs sont surveillées en permanence. Donc Moon, très bon film autrichien. Je crois que j'ai fait un TikTok dessus, mais pas de vidéo complète dessus. Vraiment très très bon. Voilà, le synopsis, hein, vraiment, c'est vraiment le film, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Euh, je l'ai vu en VO, et en VO, ça rend le film encore plus excellent, puisqu'en gros, effectivement, on est sur une ancienne combattante, voilà, sa carrière est finie, et du coup, pour faire de l'argent, elle donne des cours, sauf que bah, en Autriche, les gens bah, voilà, sont saut 2025, je déteste cette expression. Les gens qui disent Big 2025, j'ai envie de les frapper quand ils disent ça. Bon, bien sûr, je le ferai jamais, mais je déteste cette expression, elle n'a aucun sens. Euh, et, euh, et en fait, en fait, il y a une scène en fait où en fait, elle apprend aux gens à boxer. Et en fait, bah, forcément, quand tu boxes, tu dois apprendre à tenir ta garde. Et en général, les coachs, hein, même moi quand je faisais de la boxe française, ben, quand tu tenais pas ta garde, et ben, on faisait semblant de te mettre un coup au visage pour que tu aies le réflexe de remonter ta main. Et du coup, on te disait, voilà, ta main, tu la gardes haute. Enfin, ta garde, tu la gardes haute. Et du coup, à un moment donné, tu as une petite scène comme ça, et t'as l'autre qui est en mode, ah, mais tu rentres dans mon espace vital, machin, ça me dérange. Bah oui, sauf que tu vas jamais apprendre à tenir ta garde enfin, surtout si t'as agressé, que ta garde elle est au niveau de ta poitrine, bon bah tu laisses ton visage découvert, le mec il te frappe, bon voilà. En général, la plupart des gens qui font des arts martiaux, c'est parce qu'ils ont une passion de l'art martial ou parce qu'il y a un côté rassurant à apprendre à se défendre. Voilà. Parce que bon, en réalité, si tu te fais agresser, tu vas pas faire un coup de pied retourné ou un crochet du droit, enfin un crochet avant ou crochet arrière, parce qu'on parle pas de droite et gauche à la boxe, hein, on parle d'avant et arrière. Euh, mais voilà, ça m'a fait marrer parce que c'est vraiment la mentalité des gens d'aujourd'hui, c'était très drôle. Mais bref. Et du coup, cette personne-là, on lui propose un contrat au Moyen-Orient, alors je sais plus c'est quel pays. Et du coup, comme elle peut gagner beaucoup d'argent puisqu'elle galère en Autriche, bah, du coup, elle part là-bas, elle s'occupe bah, de trois filles de riches. Et du coup, voilà, bon, elle essaie de leur apprendre à boxer, mais bon, bah, les gamines, voilà, sont pas si motivées que ça. Du coup, elle passe du temps avec eux, et plus elle passe du temps avec eux, plus elle découvre qu'il y a des choses très sombres dans cette maison. Et c'est là qu'intervient les deux seuls défauts du film à mes yeux. Le premier, c'est que c'est un film qui veut dénoncer la violence faite aux femmes dans les pays, enfin dans certains pays du Moyen-Orient. Hein, parce que quand on voit l'Arabie Saoudite, ce genre de pays, hein, on sait que c'est pas les meilleurs pays pour les femmes. L'Iran non plus, enfin ces pays-là. Donc ça veut un peu dénoncer ça, mais sans trop en montrer. Donc ça veut montrer de la violence, mais en même temps ça n'en montre pas. Ce qui veut dire que en gros, tu ne vois jamais de violence directe, tu vois des résultats de la violence, mais pas la violence directe. Donc ça, c'est assez dommage. Il y a quand même une scène qui peut être assez choquante avec une immolation. Mais en dehors de ça, bah, tu pas grand-chose. Donc pour un truc qui veut montrer de la violence, bah, au final, on n'en a quasiment pas, voire pas du tout. Et une chose que j'ai pas aimé, c'est la fin, où finalement, à la fin du film, l'héroïne décide de repartir au Moyen-Orient, heu, pour se dire: «Bon allez, finalement, je vais agir. Je ne peux pas laisser, les gamines dans une situation pareille», et du coup, elle décide de repartir et là, paf, le film il s'arrête et du coup, bah, c'est à toi d'imaginer si elle a réussi ou pas à sauver les gamines et je déteste les films à fin ouverte. Voilà, je le dis tout de suite, les films à fin ouverte, je les déteste. Les films qui se terminent sur un suspense et que tu dois attendre de 2-3 ans pour avoir une suite, je déteste ça aussi. Bref, qu'on fasse ça dans un épisode où, du coup, on te fait du suspense pour l'épisode suivant ou l'épisode de la semaine suivante en fonction du format de diffusion. Ça me dérange pas. Mais quand on te met du suspense et que tu dois attendre 2-3 ans pour avoir la suite, ça, je déteste. Voilà. Mais du coup, voilà.
Donc fin suspense et l'aspect où ça se veut montrer de la violence sans trop en montrer, ça j'ai moins aimé. Par contre, un truc qui pour moi a été du génie pour, l'aspect de la tension, qui fonctionne uniquement si on regarde le film en V parce que je pense que regarder, en version, doublée, si ça existe, ça doit pas donner le même effet. Mais du coup, le problème de l'aspect en VO, bah, c'est qu'il faut rester concentré sur les sous-titres et tout quand, ben, quand on parle pas hyper bien anglais ou qu'on ne parle pas, enfin quoique sur l'aspect arabe, je sais même plus si c'est traduit ou si on est comme, l'héroïne où on est complètement paumé parce qu'on sait pas ce qui se dit, je sais plus. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est le travail de la langue. Voilà, c'est que, bah, effectivement, l'héroïne, quand elle est dans son pays, elle parle autrichien. Enfin, je pense qu'il parle je sais pas si l'autrichien existe vraiment ou s'il parle allemand. Je connais pas assez cette région du monde, pour savoir, mais bon, voilà, elle parle la langue de son pays. Ensuite, quand elle va au Moyen-Orient, du coup, elle parle anglais avec la plupart des gens, puisqu'elle ne parle pas arabe. Mais le truc, c'est que, ben, quand, les personnages au Moyen-Orient parlent d'elle en mal ou parce qu'ils veulent lui faire des trucs, en fait, ils le disent en arabe. Et le truc, c'est que nous, on a les informations, parce que de mémoire, ça c'est sous-titré. Donc nous, les informations, mais l'héroïne n'a pas les informations d'à quel point les choses deviennent de plus en plus dangereuses pour elle. C'est-à-dire qu'elle est dans une incompréhension, elle ne sait pas ce qui se passe. Et en même temps, ben, voilà, il y a la barrière de la langue. Et vraiment, sur ce travail-là, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, donc c'est un film qui se voit, que je favorise le visionnage en VO, en version originale sous-titrée, parce que pour moi c'est la meilleure façon d'apprécier ce film. Ensuite on... Oula, pas trop loin là. Donc ensuite on a Natacha, presque hôtesse de l'air, donc que j'ai regardé en finissant de préparer les diapos. Donc Natacha rêve depuis toute petite d'être hôtesse de l'air, et alors qu'elle s'apprête à y parvenir, elle se retrouve impliquée malgré elle dans une aventure inattendue à la poursuite des voleurs de la Joconde. Voilà, film que j'ai détesté, c'est sûrement celui de la vidéo que j'ai le moins aimé, c'était nul. C'était nul! Vraiment, j'ai peut-être rigolé à une ou 2 blagues, alors que le film passe son temps à en faire. Il y a peut-être qu'une ou 2 blagues où j'ai rigolé. Parce qu'il y en a une qui m'a fait penser aux Visiteurs du futur, où le père de Natacha, quand il y a les services secrets qui tapent chez lui, enfin à la porte de chez lui, et que sa femme lui dit bah t'as appelé des copains et qui est en mode bah non, moi j'ai pas d'amis, parce que le père ça a l'air d'être un gros con, enfin il est un peu portrait comme un gros con, et moi ça m'a fait marrer, parce que ça rappelle le Visiteur du futur qui, quand la brigade lui demande pourquoi il arrête pas de harceler Ralph et qui lui répond bah, parce que j'ai pas d'amis. Et franchement, ça m'a fait penser à ça, du coup ça m'a fait marrer. Après, je crois qu'il y a une autre blague qui m'a un peu fait rire, mais, euh, mais sans plus. Donc voilà, à côté de ça, bon, ben voilà, le film est pas terrible. On a déjà bon, l'aspect quatrième mur qui est pas ouf. Voilà, c'est il fait des blagues avec la voix off, qui au final, on découvre que la voix off n'est pas une vraie voix off, mais il y a un mec qui est dans un avion. Enfin, on se doute qu'il n'est pas tout le long du film dans un avion, mais bref. Euh, Bon, est-ce que c'est un clin d'œil en mode c'est le créateur de la BD ou une connerie du genre, c'est possible, mais j'ai trouvé ça complètement nul. Bon, le film en lui-même, de toute façon, il est pas terrible. Les blagues, elles sont pas top parce que tu sens que le film, il va seulement faire des blagues tout le temps, mais il y a quasiment rien qui est drôle. Euh, Franchement, c'est ridicule. Sur l'aspect aventure, à la limite, ça va. En mode, bon, allez, on veut retrouver la vraie Joconde, machin, et puis voilà, petit à petit, d'aventure allant de la Normandie jusqu'à Milan. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas ouf. La meuf, elle devient hôtesse de l'air parce qu'elle a réussi à récupérer la vraie Joconde. Encore, à la fin, c'est même pas si c'est vraiment la vraie. Mais on pense que ça l'est. Et putain, j'en baille tellement, c'était nul. Non, je rigole, j'en baille parce que ça fait 2 heures maintenant que j'enregistre.
que là vous dites 2 heures, mais elle a qu'une heure la vidéo, oui, parce qu'il y avait une vidéo avant de 40 minutes, à peu près 40 minutes, 40-50 minutes que j'ai faite. Mais, mais voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que, ouais, que, à part l'aspect aventure, c'est pas terrible. Après, le rapport avec le fait de vouloir être hôtesse de l'air et de sauver la Joconde, bon. Parce que en vrai, c'est ça le truc, c'est que elle veut devenir hôtesse de l'air, finalement elle part en aventure pour sauver le monde, enfin pour sauver le monde, pour sauver la Joconde, alors qu'il lui reste 6 jours, un truc comme ça, avant d'atteindre l'âge limite pour devenir hôtesse de l'air. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des limites? J'en doute, hein, mais bon, dans le film, en tout cas, il y en a. Enfin, peut-être qu'il y en a en vrai, hein, on sait pas, il y a des métiers hein, qui ont des règles très cheloues. Mais bon, c'est. Je sais pas quoi dire, tellement de choses qui vont pas. Euh, le truc que j'ai le moins aimé, c'est les blagues des années 2020. C'est-à-dire que tu as des blagues sur le Covid, et tu as plein de blagues comme ça sur des trucs des années 2020, tu vois, en mode ouais, on dénonce et tout. Sauf que le film est censé se passer dans les années 60-70. Et du coup, tu as le complotiste en mode oui, il y en a qui sont en train en Chine, ils ont des labos avec les pangolins, machin. Bon, euh, ça m'a saoulé. Toutes les blagues, il y en a plein, plein de blagues sur des choses qui ont lieu dans les années 2020, alors que le film il se passe dans les années 60. À un moment donné, t'as la femme, enfin la mère du coup de Natacha qui oblige son mari et les services secrets à faire le ménage. Tu dis quoi? Pendant qu'elle va au cinéma, tu dis quoi? Mais quasiment sûr dans les années 60, c'est quasiment impossible que ça se passe comme ça. Voilà, aujourd'hui oui, mais dans les années 60, j'avais quand même un gros doute hein, qu'une femme dise à son mari, vas-y, fais le ménage pour moi. Enfin bref, euh, pour moi, il n'y a rien qui va dans ce film. Et j'ai vu des films pires que ça cette année, mais pour moi, celui-là, il est clairement parmi les pires films que j'ai pu voir. Et en plus, quand je vois l'actrice principale, elle m'a beaucoup fait penser à Camille Razat, je crois que comme ça que ça se prononce, qui avait joué, que j'avais découvert moi dans Girls with Balls, avec Tiffen Davio, Manon Azem, Artus. Et j'ai trouvé que son acting était très proche de celui de Camille Razat. Ça m'a fait bizarre. Mais parce qu'elles ont aussi un peu le même physique, un peu le même style de visage et tout. Donc voilà. Mais en tout cas, Natasha presque hôtesse de l'air, film très mauvais. Et je suis content de m'en être débarrassé maintenant. Voilà. Alors Noob, les arcanes ultimes. Alors lui, je l'ai vu il y a un petit moment, donc je pense que je vais aller assez vite dessus. Donc, dans un monde où le jeu en ligne Horizon 5.0 règne en maître, les membres de la guilde Noob se retrouvent embarqués dans une nouvelle quête aux enjeux colossaux pour retrouver les arcanes ultimes artefacts légendaires capables de bouleverser l'équilibre du monde virtuel. Tandis que les tensions entre factions s'intensifient et que les anciens ennemis refont surface, les héros, malgré eux, doivent faire face à leurs limites tant dans le jeu que dans la vraie vie. Entre humour, stratégie et affrontements épiques, cette aventure inédite pousse la guilde de Noob à se surpasser pour écrire leur propre légende. Bref, film qui était plutôt sympa, euh, meilleur que certaines saisons de Noob, parce que les saisons avec les Program Masters et tout, je suis pas hyper fan. Mais en même temps qui est pas excellente, excellente. Genre qu'il y a un côté où il lance un gros event où voilà, si tu meurs, ton personnage disparaît. Bon, c'est un peu une Reddit de ce qu'avait fait Tenchirok dans une des saisons de Noob, mais bon, on fera comme si on n'avait rien vu. Euh, mais en même temps, on a l'apparition des arcanes ultimes, et ça, pour moi, c'est à la fois un défaut et en même temps, je pense comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, les arcanes ultimes, elles sortent de nulle part. euh, bon, bah, t'as Gaïa qui, d'un coup, comme ça, une arcane ultime, te défonce plein de gens. Et du coup, bon, bah, après, les autres doivent survivre à une Gaïa surpuissante et tout ça. Le problème que j'ai déjà avec ça, c'est que ça sort de nulle part. C'est-à-dire que, par exemple, on en avait parlé pendant toute une saison avant qu'elle apparaisse. Enfin, bon, la source là est apparue dans la saison où on en a parlé. Peut-être, enfin, je sais plus s'ils en parlent avant, mais en tout cas, il y a toute cette idée de Arthéon qui adore le lore d'Olydri et tout ça, et le fait que du coup, ils partent à la chasse d'une épée légendaire et qu'ils la trouvent,
ça avait du sens. Le fait que Omegazelle ou même Gaïa dans ce film obtiennent des furies légendaires, ça a du sens parce qu'on a vu des personnages qui les possédaient. Problème des arcanes ultimes, c'est qu'on n'en a jamais entendu parler et que bah, ce qui semble être le truc le plus puissant, ce sont les furies. Et là, d'un coup, on te sort que maintenant il y a les arcanes ultimes, qui sont un vieux pouvoir ancien, mais que personne n'a jamais réussi à avoir. Et finalement, tu as Gaïa qui d'un coup apparaît avec. Et pour moi, c'est un peu, c'est vrai que c'est à la fois problématique et logique. Tiens, qu'il y a un côté où c'est problématique parce que bah, on n'a jamais eu comment dire, de prémisse de pouvoir des arcanes ultimes. Il faudrait revoir tout noob pour voir si ce que je dis est vrai ou pas, mais en tout cas, j'en ai pas de souvenir. Et en même temps, le fait que Gaïa le possède, ça me paraît le plus logique parce qu'en fait, elle a passé son temps également à traquer tous les items les plus rares qui lui permettent voilà, de se protéger des autres pour ne jamais mourir. Et du coup, le fait que ce soit elle qui ait l'arcane ultime en premier, c'est pas déconnant. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, Fantôme va obtenir les arcanes ultimes dans le film sans qu'on voit trop comment il fait. Et pour moi, c'est une logique scénaristique, c'est qu'à un moment donné, dans le film, Omegazelle dit j'aimerais trop être classe comme eux. On se doute donc, vu qu'il est premier au classement, que pour rester premier au classement, eh ben, il n'a pas le choix d'avoir les arcanes ultimes et que du coup, dans la prochaine saison de Noob, je pense qu'on suivra Omegazelle obtenir les arcanes ultimes, tout comme on l'avait suivi obtenir bah, son pouvoir de furie légendaire. Parce que par exemple, Gaïa, on ne la voit pas passer toutes les étapes comme Omegazelle, puisque bah, du coup, avec Omegazelle, on sait déjà comment ça se passe. Et pour moi, si on ne montre pas comment on obtient les arcanes ultimes, bah, c'est simplement, comme on ne l'a pas montré avec Gaïa et qu'on ne le montre pas avec Fantôme dans le film, c'est que pour moi, c'est logique qu'on le montrera avec Omegazelle. On a eu également une première apparition de Noob, les sans faction, donc voilà, qui ont l'air de bosser avec Fantôme, pas Fantôme, mais avec Spectre dans le film. Voilà, donc qui sont les personnages du jeu vidéo qui voilà, font leur première apparition en live action pour une partie d'entre eux, parce qu'il y en a un qui n'est pas apparu. Voilà. Donc après, j'ai pas grand chose de plus à dire, parce que le film, je crois qu'il est sorti vers le mois de mars. On est déjà au mois d'août, donc ça fait quand même 5 mois. Donc moi, je l'ai vu quand il est sorti. J'ai rematé quelques scènes que j'aimais bien il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que le film en lui-même, je l'ai plus énormément en tête non plus. Alors je sais qu'il y a pas mal le combat, je crois qu'il y a le retour d'une créature, hein, je crois qu'il y a Saralzar ou Dorto, une créature comme ça, qui revient, voilà, qui a un affrontement contre plusieurs différents membres de Noob, dont le combat final est contre Rafale et Sparadra, donc c'est assez sympa. Donc voilà, comme ça, Sparadra a aussi son petit moment de gloire. Donc voilà, il se passe quand même en fait, le film est quand même cool à regarder, mais en fait, c'est l'aspect arcane ultime qui crée quand même ce petit défaut en mode voilà, ça sort de nulle part, c'est ultra cheaté, machin. Et voilà, ça permet de toujours garder Fantôme et Gaïa au sommet du jeu. Et c'est un peu dommage. Alors ensuite, on a eu Plankton, Bob l'éponge movie. Voilà, donc qui pour moi est encore pire que Natacha, presque hôtesse de l'air, hein. Donc Plankton et Bob l'éponge movie, c'est un film bah, voilà, sur Plankton qui veut dominer le monde. Voilà. Déjà, il y a un aspect des fois musical, enfin, en tout cas il est vendu comme ça, j'en ai plus trop de souvenirs. Bon déjà, quand il y a de la musique, déjà pour moi ça perd ça perd en points. Mais surtout, bon bah déjà faire un film sur Plankton. Alors bon déjà je suis pas fan de Bob l'éponge de base. Donc Plankton, je connais pas plus que ça. Faire un film sur lui, je vois pas l'intérêt. Voilà, en plus dans le film, il a l'air de plutôt bien s'entendre avec Bob l'éponge. Enfin bref, alors qu'il veut dominer le monde. Mais c'est quand même Bob l'éponge qui l'aide à se rabibocher avec sa meuf robot, quoi. Qui d'ailleurs est elle-même le vrai méchant du film, puisque voilà, son programme va péter un câble, voilà, et puis elle va devenir la méchante du film. Bon, pour des fans de Bob l'éponge, je pense que ça peut être sympa. Pour des enfants, c'est forcément sympa. Mais pour moi, c'était une torture.
de regarder ce film. Et en vrai, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, parce que bah, l'univers de Bob l'éponge, je le connais pas plus que ça, donc je peux pas comparer l'univers de Bob l'éponge. Euh, Puis le film en lui-même, bon, en fait, il est pas si bon que ça, hein. Bon, surtout que moi, j'aime pas cet aspect où on prend un méchant pour en faire une sorte de héros dans un film. Ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Et c'est clairement le principe de ce film-là. Donc, je pense qu'on va passer au suivant, parce que voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'était une expérience assez difficile, hein, voilà. Je n'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Ensuite, Screamboat, alors ça aussi, c'est fait partie des rares films qui sont pires que Natasha, presqu'hôtesse de l'air. Donc, un trajet en traversier à New York se transforme en un cauchemar hilarant lorsqu'une souris espiègle nommée Screamboat Willie devient une réalité monstrueuse. Les passagers qui ne se doutent de rien pourront-ils survivre au meurtre et au chaos perpétrés par la petite créature? Ouais, parce qu'en plus, dans le film, il y a des moments où elle est petite, des moments où elle a l'air grande, on comprend pas trop quelle est la vraie taille de Screamboat Willie. Mais voilà, le fameux film d'horreur sur Mickey, ou du moins le court-métrage de Mickey sur le bateau, là, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et bah, le film est nul, hein, voilà, faut le dire, hein. Déjà, le design de Mickey, comme vous pouvez le voir, il est catastrophique. En plus, on a certainement, parce que tu as une fille qui fête son anniversaire et doit prendre ce ferry, enfin ce bateau-là pour aller d'un endroit à un autre de New York. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a la pantoufle de verre. Parce que quand j'avais montré l'affiche à mon frère, il me disait, mais pourquoi il a pantoufle de Cendrillon? Et même moi, je me disais, mais ouais, qu'est-ce qui est fou là? Et en fait, c'est juste que tu as quatre filles qui fêtent l'anniversaire d'une des quatre. Et en fait, elles sont toutes habillées comme une princesse Disney. Donc voilà, histoire de bien montrer voilà, où est-ce qu'on est, comme si on n'avait pas compris à la base, quoi. Mais du coup, en fait, on a juste en fait, la souris qui va dévier le bateau pour aller à un endroit précis pour retrouver sa femme qui a disparu, puisqu'en fait, il n'aurait pas été le seul à être créé par un tour de scientifique fou, mais il y aurait eu l'équivalent de sa femme, donc de Minnie. Alors, je sais pas si elle s'appellera Minnie non plus, mais voilà, en tout cas, voilà. Euh, Mais du coup, voilà, il va en gros tuer des gens pour prendre le contrôle du bateau et aller vers une zone où il pense que sa femme est. Voilà, donc en fait c'est juste ça le film, hein. C'est des gens qui prennent un bateau pour aller d'un endroit à un autre de New York, et entre deux, t'as une souris qui détourne le bateau, qui oblige des humains à travailler pour lui. Il y a une meuf qui va essayer de travailler pour lui. Sinon, bah voilà, il tue juste les autres gens qui l'empêchent. En fait, à la base, qui l'empêchent de rien, parce que bah, le bateau, lui, fait son trajet, il tue les commandants pour prendre le contrôle du bateau. Et ensuite, bon, bah voilà, il va tuer bah, les passagers comme ça pour le plaisir. Et puis, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il va juste tuer plein de gens pour retrouver sa meuf. Et c'est tout. Voilà. Et, euh, et à la fin, on sait qu'il y aura une suite parce qu'il y a Mini qu'on voit de dos, et tu te dis, ah là là, c'était déjà nul comme ça, ils vont réussir à nous pondre une suite. Mais bon, voilà, il y a rien qui va là-dedans, hein. Le scénario, rien. Bref. Ah ouais, c'était le dernier. Donc voilà, donc à moins de vouloir mater du nanar, n'hésitez pas à regarder Mickey, mais sinon je vous conseille pas. Donc là, on a la forme en mode arcane ultime de Gaïa et Fantôme qui sont méga stylés. Mais voilà. Donc, bah voilà, pour les films que j'ai vus, hein, il y a eu une bonne palette. Euh, voilà, donc j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. Il y a eu des bons films, certains que j'ai beaucoup aimés, comme Moon, que j'ai beaucoup aimé, certains que Tasha, comme, Screamboat. Voilà, il y en a que j'ai été déçu, parce que je m'attendais à des choses et que finalement c'était pas ouf, comme Keep Up Demon Hunter. Encore une fois, je parle uniquement de mon avis personnel, parce que ce film-là, je sais qu'il y a tellement de gens qui sont fanatiques de ce film que je préfère prévenir. Mais voilà, en tout cas, ça reste voilà, des films, chacun regarde ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut. Mais voilà un peu mes avis sur les films de cette liste-là.
La semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur les films que j'aurais rattrapés pendant la même période. Donc les films que j'aurais vus ben, entre la dernière vidéo, enfin les dernières vidéos que j'avais tournées, donc je crois que c'était début ou mi-juillet, un truc comme ça. Faudrait revoir quand est-ce que qui est sorti Highlands, parce que je crois que Highlands c'était le dernier film que j'avais vu en juillet, un truc du genre. Et voilà. Bon, les séries télé, j'en ai même vu encore un peu plus que de films. Mais voilà, vous saurez ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tous ces films-là, ou du moins de ceux que vous avez vus. Et sinon, bah, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.